Après la pause, on vous retrouve, chers invités, pour la suite de l'émission. On vous retrouve également, chers amis, toujours câblés à travers le monde. Pascal Edo Agbové est avec nous, expert en entrepreneuriat et en politique de développement. Nous avons également Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom. Et puis Gabin Adjao, juriste de formation, il est également analyste politique. On prend la direction du Soudan du Sud avec une situation inquiétante. On parle de ce pays où des violences intercommunautaires ont fait plus de 160 civils tués dans ce pays. Alors Firmin Teko Agbo, c'est un État très jeune, mais selon les nouvelles, est-ce que vous avez des nouvelles? Qu'est-ce qui peut expliquer ces violences inouïes au Soudan du Sud? Bon, je ne veux pas parler exclusivement du Soudan du Sud, mais je parle du Soudan dans toute sa globalité. Le Soudan du Sud est né qu'en 2011. Oui, c'est-à-dire, ils ont juste les gènes des années 50, 60. C'est le même esprit. Les deux Soudans, c'est le même Soudan en fait. Ils ont le même esprit, le même raisonnement, les mêmes coutumes, les mêmes traditions, la même manière de se comporter, la même manière de manger, les principales, les mêmes activités, l'agriculture, les mêmes richesses que dans tout le sous-sol. Donc, c'est la même chose. Ces genres de violence, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça vient des années 50, tout ça. Moi, je voudrais résumer le truc ou la situation en ceci. Vous savez, c'est un problème historique et géographique. Historique, c'est-à-dire, tout d'abord, ça s'est passé comment? Il y a le climat qui a toujours dérangé dans ce pays. Il y a les éleveurs, il y a des gens qui font leur culture. N'oubliez pas que la principale activité dans ce pays, c'est l'agriculture. Il y a des gens qui font l'agriculture, qui sont majoritairement les Noirs, des Noirs. Et l'autre partie, c'est les Arabes, les Peuls, qui sont des éleveurs et qui travaillent des champs régulièrement avec leurs animaux, leurs bœufs, et en traversant les champs, ils détruisent la culture. Et c'est ça qui s'est toujours répété. Et quand ils détruisent la culture comme ça, ça devient affrontement, on se tue. Et maintenant, il y a les ethnies qui rentrent dedans, donc ça devient guerre tribale. Et c'est ce qui a traversé des siècles. Moi, je vous donne même jusqu'à un exemple. En 1983, je pense qu'ils avaient voté une loi islamique qui devrait s'imposer à tout le Soudan. Or, le Soudan, un tiers de la population soudanaise n'est pas chrétien. N'est pas chrétien. Donc, à ce niveau, ça devient une guerre religieuse. Or, ils se sont affrontés pendant 20 ans. Vous imaginez? Donc, au Soudan, c'est le climat, c'est la terre, c'est les ethnies, c'est la politique. C'est ça qui a décimé le pays pendant plus de 40 ans. Et en 2011, bon, la communauté internationale a tout fait pour diviser. Moi, je dis la communauté internationale a tout fait pour diviser le Soudan et une partie du Soudan. Ça devient le Soudan du Sud aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui tire ses origines de ce qui s'est passé dans les années 50, dans les années 60. Et l'autre, qui est un problème géographique, historico-géographique, c'est ça. Vous savez, vous avez vu ce qui s'est passé avec la Coupe du Monde, avec le Maroc en demi-finale. Je ne sais pas si les gens ont fait cette lecture. Vous avez le Maroc, si c'était un pays d'Afrique subsaharienne qui s'était qualifié pour la demi-finale, l'effervescence n'aurait pas été ce que nous avons vu. C'était le Sénégal, si c'est le Ghana, ça aurait été... L'effervescence à quel niveau? C'est-à-dire la joie... Oui, c'est-à-dire dans les rues du continent. On aurait tellement été content parce que c'est la peau noire. Maintenant, quand le Maroc s'est qualifié pour la demi-finale, vous avez suivi l'interview de l'entraîneur. Il dit, la coupe va ou non, la qualification, ça va au monde arabe. C'est pas l'entraîneur, c'est Sofiane Bouffal. Très bien, pardon. C'est l'entraîneur qui l'a retenu. Oui, donc il s'est qualifié pour la demi-finale. Donc ça va au monde arabe. L'Afrique noire. Voilà, il a oublié l'Afrique noire. Parce que les Marocains, ils sont sur le territoire, géographiquement, ils sont sur le territoire africain. Mais historiquement, ils sont arabes, ils ne sont pas du continent. Ils ont peut-être raison. Je pense que c'est ce qui se passe aussi au Soudan. Il y a des Arabes qui ne se voient pas africains. Les Almoravides. Oui, ils ne se voient jamais, ils se considèrent jamais comme africains. Et l'autre partie, les Noirs, se disent ces blancs, entre guillemets, ou ces Arabes viennent piller nos richesses. Ils viennent s'accaparer nos terres, ils viennent s'accaparer nos richesses ou nos animaux. C'est ce qui fait que ça devient, l'ethnie rentre dedans, la religion rentre
rentre dedans. C'est ce qui explique ceci aussi. Alors, pour corroborer vos dires, Firmin Teko Agbo, je me souviens, quand les FNF d'Algérie étaient venus chicoter les éperviers du Togo ici, 4 buts contre 1, c'était lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Si je ne me trompe pas, l'entraîneur des FNF avait dit « Nous sommes venus en Afrique pour battre les éperviers ». Vous imaginez, c'est discriminatoire. Alors, Pascal Agbové, ce conflit a éclaté il y a plusieurs mois dans le village de Tonga, dans l'état du Haut-Nil. Il s'est nourri des tensions entre deux rivaux leaders de l'opposition, Johnson Oloni, issu de la communauté Chiluk, et Simon Gatwech de la communauté Noire. Puis les affrontements se sont propagés dans les régions du Jonglei et d'Unité, toujours dans le nord du Soudan du Sud. Cela peut expliquer donc un aspect aussi politique de ces affrontements. Oui, justement. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau politique ou bien au niveau de l'opposition. C'est pour dire que ceux qui ont œuvré pour avoir la souveraineté ou bien pour avoir cet État n'ont pas pu asseoir une bonne politique inclusive. Voilà, c'est un élément très important. Et parce que, comme l'a dit Firmin, c'est un nouveau territoire autonome, indépendant. Donc ceux qui ont pris le pouvoir devaient tout faire pour vraiment mettre ensemble, c'est que unir les habitants, les citoyens de ce territoire. Aujourd'hui, les visions ne sont pas les mêmes, certainement. Les visions ne sont pas les mêmes. Ou soit des gens n'ont pas respecté leurs engagements. Ça peut être aussi voilà, à l'origine de ce conflit-là. Et il faut aussi amener les leaders politiques à sensibiliser la base. Parce que souvent, quand on est leader et on veut être guidé par la base, souvent on peut commettre des erreurs. Donc les leaders doivent quand même définir clairement leur vision, amener la base à adhérer à leur vision et faire en sorte qu'il y ait une collaboration pour le développement de ce territoire-là. Sinon, ces conflits ne vont jamais cesser dans cet état. Alors oui, vous voulez ajouter quelque chose tout à l'heure? Oui, vous savez, dans le Soudan, surtout le Soudan du Sud, c'est un jeune État. Hein, et quand vous avez ce genre d'État et qui est assez jeune, il n'y a pas encore les attributs de l'État totalement pour imposer toute sa souveraineté et permettre à l'État d'exercer son pouvoir. Aujourd'hui, Salva Kiir, on peut dire qu'il est impuissant face au conflit qui est en train de se poser de l'autre côté de son pays. Et quand vous voyez l'aspect de la chose, vous rendez compte que ce sont des conflits traditionnels en fait. Parce que la lutte, ça a toujours été autour de l'accaparement ou bien du contrôle des pâturages, du sol, de l'eau et ainsi de suite. Ce sont des choses qui sont très importantes pour ces populations-là. Et ça a toujours été le cas aussi dans beaucoup de pays sahélo-soudanaises, quand on prend le Niger, quand on prend le Tchad, ça a toujours été le cas. Ces conflits-là ont toujours existé. Donc du coup, quand vous prenez ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des conflits traditionnels qui se sont transportés sur le terrain politique parce que il y a des politiques qui veulent qui tirent des ficelles. Donc sinon, ce sont des choses qui ont toujours existé. Et moi, je classe ce genre de situation sur 3 cas. Il y a des problèmes qui sont liés au niveau culturel parce que les peuples, il y a d'autres qui viennent d'ailleurs et certains disent que bon, ces peuples-là forcément ne sont pas sud-soudanaises et il y a aussi un problème de contrôle du territoire qui se pose et aussi l'absence de l'État et aussi il y a l'absence de l'idée de nation parce que les gens ne sont pas véritablement entremêlés, il n'y a pas une culture assez nationaliste au niveau du Soudan, ce qui pose énormément de problèmes aujourd'hui. Et à mon sens, c'est vrai que bon, ce sont les opposants qui sont en train de tirer les ficelles aujourd'hui, mais Salva Kiir, je pense que le pouvoir en place est en train de voir son intérêt là-dedans. Ce qui fait que bon, ils ne disent absolument rien. Même si le président de la République aujourd'hui lui-même il est souffrant, premièrement il est souffrant et dans son propre camp il n'arrive pas à gérer toute la situation. Donc aujourd'hui c'est assez compliqué. Si
les pays environnants étaient aussi dans une meilleure situation, ils allaient les aider à essayer d'évacuer cette situation. Mais bon, ça n'a pas été le cas et comme ils l'ont toujours fait depuis des années, eux-mêmes, ils vont s'entretuer parce qu'aujourd'hui, on nous donne un chiffre de 166 morts déjà, et eux-mêmes, ils vont s'entretuer. Et puis bon, à un certain moment, ça va s'arrêter. Et si on ne prend pas la mesure d'arrêter cela, vous allez voir que dans les prochaines années, ça va encore se répéter parce que ça a toujours été le cas, malgré que bon, on avait déjà institué des comités villageois, des comités traditionnels pour permettre d'annuler ces crises-là. Mais les décisions que prennent ces comités ou bien ces institutions-là n'ont pas assez d'importance, on n'accorde pas d'importance à ces décisions, ce qui fait que bon, aujourd'hui, le Soudan est dans une situation assez critique et pour ce jeune État-là, il va falloir trouver de la stabilité beaucoup plus tôt et permettre à la population d'aller vers le développement. Firmin Tekou Agbo, on parle déjà d'inquiétudes régionales, les populations qui ont fui décrivent de nombreuses atteintes aux droits de l'homme, des meurtres, des violences sexistes, des enlèvements, des pillages ou encore des incendies de villages. Cela rend très difficile la tâche des ONG, des organisations qui sont censées apporter des aides tous azimuts à ces populations. Ça va prendre de l'ampleur. Ça peut quitter le cadre du Soudan du Sud même, puisque, comme on l'a dit, ce sont des communautés qui sont côte à côte. Oui, je pense que Gabin a souligné un aspect important. Les pays africains ont des problèmes parce qu'ils ne se sont pas construits sur les valeurs de la citoyenneté. C'est-à-dire, quand on parle de la citoyenneté, quand vous respectez ces valeurs, vous devenez une nation. Donc c'est ça. En France, par exemple, il y a des communautés. En France, il y a des tribus, il y a des ethnies. Mais on n'en parle pas souvent parce qu'ils ont réussi à construire ce qu'on appelle une nation. Les Américains ont une nation. Donc les Belges, il y a deux principales communautés, mais elles ne s'affrontent jamais. Vous imaginez, il y a les Wallons et puis l'autre. Il y a les Wallons. Oui. Donc qui sont là. Donc, ils ont réussi à construire ce qu'on appelle une nation. Mais en Afrique, on n'a pas de nation. C'est pour cela qu'il y a toujours ces clivages-là. Les gens, il y a un clivage important, aussi puissant, dans les pays comme le Soudan, le Mali, mais la RDC même. Pour l'histoire du Soudan, ce que vous venez de dénombrer, des gens qui vont devenir des réfugiés, il y a des agressions sexistes, les ONG qui vont avoir à faire. C'est la même chose presque qui se passe au Congo démocratique. Ouais. Moi, j'ai l'habitude de comparer le Congo démocratique et le Soudan à la Palestine et à l'Israël. Israël, vous voyez le conflit israélo-palestinien. Moi, je me dis, le jour où ça prendra fin, c'est que Jésus est déjà descendu. Il y a la seconde venue du Christ. Parce que leur origine, c'est quoi? C'est la Bible. Suivez bien ce que je dis, s'il vous plaît. Leur origine, c'est la Bible. C'est comme les Israéliens ont dit que ce sang retombe sur nous et sur la tête de nos enfants. Ça veut dire que les Israéliens n'auront jamais la paix dans cette situation-là. Il y aura toujours conflit. Maintenant, ici, en Afrique, il y a Soudan, RDC, mais c'est l'apanage des Occidentaux. Autant on ne permettra jamais à la RDC d'avoir la paix, autant on ne permettra jamais au Soudan d'avoir la paix. Parce qu'il y a ces deux richesses. La RDC seule fait 65% de richesse mondiale. Et vous voyez l'est de la RDC qui rentre dans le Rwanda. Vous voyez que Kagame est en train d'armer le M23 pour attaquer régulièrement. Et autant on attaque. Sacré détention. Autant on attaque, autant on pille des richesses. Kagame prend un peu, l'Occident aussi prend un peu. C'est comme ça que ça se passe. Donc ici, on a parlé de près de 200 morts. Près de 200 morts, près de 160. Oui, près de 200 morts. En janvier, on a encore d'autres conflits. Cette année, même quand vous faites le bilan de tous ceux-là qui sont morts, que ce soit au niveau du Soudan ou du Soudan du Sud, ça fait déjà banalement 1000 morts. Et chaque année, c'est toujours comme ça. C'est parce que autant la situation est conflictuelle et les gens meurent, autant l'Occident s'y profite. Le Soudan, c'est un pays, c'est le deuxième pays le plus vaste en Afrique et énormément riche. Avec le Soudan et la RDS, les Africains n'auront même plus de problèmes et ils n'auront même plus à ressentir la pauvreté. Mais c'est l'apanage des Occidentaux, c'est la propriété exclusive des Occidentaux, quoi. Donc tout ce que nous sommes en train de dénombrer aujourd'hui, on peut le déplorer, on peut le condamner, mais il y aura toujours ça. Alors déjà, il y a des réactions. L'IGAD, l'autorité est-africaine, surtout pour le développement, est sorti et a parlé. Il y a également le président kenyan William Ruto qui a condamné ces violences. Il a appelé son homologue sud-soudanais Salva Kiir et l'a invité véritablement à agir pour la paix dans son pays. Il faut aller plus. J'allais poser la question
Pascal Edo Agbové. C'est vrai, pour le moment, on a 2 réactions au niveau de l'Afrique. Je pense qu'il faut aller plus. Oui, il faut aller plus parce que aujourd'hui, nous devons avoir quand même, nous devons être plus panafricanistes parce que c'est notre continent avant tout. Et comme nous le disons, ces pays recueillent d'énormes ressources pour vraiment contribuer au développement du continent. Et il est important que des accords bilatéraux même se développent, enfin, soient noués entre nos États et nos États sud-sahariens et puis ces États où la guerre ne finit jamais. Voilà, à cause de la richesse. Ouais, bien sûr, c'est la richesse. Hein. Et puis l'étendue aussi du territoire. N'oublions pas ça. Vous savez, quand le territoire est très vaste, c'est difficile pour les dirigeants de pouvoir le contrôler. Voilà, c'est ça aussi. Pour les petits États comme le Togo, le Bénin, c'est facile à maîtriser. Mais pour ces États-là, c'est énorme. Donc, il y a toujours cette possibilité pour des acteurs, des prédateurs, de pouvoir avoir des gens, des alliés, pouvoir déstabiliser un peu le dispositif sécuritaire, pouvoir piller des ressources. Donc, ça, c'est une réalité. Maintenant, c'est à eux de prendre conscience. Et maintenant, il appartient aussi au gouvernement de ces États-là de faire en sorte que les richesses du pays soient bien partagées et que les politiques de développement du pays puissent vraiment toucher tous les coins. Ouais. Ça, je crois que c'est ça aussi la réalité. Parce que cela crée des frustrations. Ça crée des frustrations parce que si on a tendance à accentuer ou bien à centraliser les actions dans certaines localités, dans certaines zones, dans certaines régions, alors que d'autres qui sont aussi citoyens de ce même territoire souffrent, alors vous voyez que souvent ils cherchent des protecteurs ailleurs, ils cherchent à avoir des alliés pour pouvoir se défendre aussi. Et c'est ce que nous constatons dans tous les États aujourd'hui. Donc il faudrait que les politiques, les leaders politiques fassent en sorte que les actions de développement soient menées de manière équitable sur l'ensemble du territoire. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, il y a un problème aujourd'hui, c'est le plus récurrent dans la plupart des pays à conflit, c'est le problème de la pauvreté. La population sud-soudanaise est extrêmement pauvre. Ils sont à plus de 16,5% du seuil de la pauvreté. Et quand vous prenez le pays, en dehors du pétrole, il n'y a pas d'autres sources de richesse alternative. Il n'y en a pas. Donc, le pétrole est contrôlé. Le pétrole est contrôlé par qui c'est. Donc du coup, cette population-là, quand ils arrivent à ce moment, ils pensent que bon, ils peuvent acquérir quelque chose de ce qui se passe et peuvent tirer gain de ces affrontements-là. Parce que, bon, quand vous chassez quelqu'un de votre territoire, vous allez exploiter cela. Donc, c'est ce qu'ils pensent et ça crée une certaine tension à chaque moment dans le pays. Ce pays-là ne va certainement pas retrouver la paix si les dirigeants ne travaillent pas réellement sur cet aspect. Je pense que même l'indépendance du Sud-Soudan n'a pas été bien pensée. Ils se sont cantonnés sur le fait que bon, leur pays regorge énormément de richesses, au moins 75% sur toute l'étendue du territoire soudanais, que ce soit du nord ou du sud. Du coup, ils pensent que bon, ils peuvent se développer juste comme ça. Mais un État, c'est pas comme ça. Et quand ils ont eu l'indépendance, Salva Kiir et autres, ils se sont accaparés de tout. Ça a créé des tensions au sommet même de l'État. Au sommet de l'État. Et laisse la population comme ça. Ils ne bénéficient absolument de rien. Donc il va falloir que nos communautés, et même, c'est en cela que je me questionne énormément sur les missions de l'Union africaine. Parce qu'en ce moment-là, il ne faut pas attendre que ces choses-là arrivent à l'extrême avant de réagir. Et il faut, pourquoi pas, créer une force, une force africaine pour permettre à ce que on puisse maintenir l'ordre dans ce genre de situation. Sinon, quand on voit des gens qui se tuent, des gens qui s'entretuent, des populations qui ne font pas ça. Donc, vraiment, il va falloir que l'Union africaine réagisse et permette à ce que la population puisse retrouver la paix. Allez, on va marquer la pause et parler de cette décision. Une décision qui irrite certains Togolais. Cette décision fait également la fierté d'autres. C'est la décision des autorités de libérer les abords des routes. Bien avant, on va marquer la pause. La petite et la dernière.